traitement de l'hypertension artérielle se fait en deux volets. Un traitement non pharmacologique et qui repose sur les règles hygiéno-diététiques. J'en parle en détail dans la première et la deuxième partie de ce cours, donc deux vidéos qui sont disponibles sur la chaîne et que je vous invite à consulter si ce n'est pas déjà fait. Et un traitement pharmacologique. Et dans ce cours, on va beaucoup plus se baser sur le traitement pharmacologique, parler des différentes classes thérapeutiques qui sont disponibles, et comment choisir le traitement adéquat en fonction de la situation de notre patient. Pour ce qu'il en est du traitement non pharmacologique, c'est-à-dire l'instauration des règles hygiéno-diététiques, il a pour but d'essayer de contrôler l'HTA par la correction des facteurs de risque cardiovasculaires pathologiques. Gardez en tête que c'est ce à quoi on procède avant l'instauration de tout traitement pharmacologique. Mais chaque patient est différent et unique. Et nous allons illustrer ça par une série d'exemples, encore une fois, pour mieux comprendre la démarche thérapeutique. Monsieur S se présente en consultation. Il a 63 ans, il n'a pas d'antécédents particuliers et il est relativement en bonne santé. Il ne fume pas, il n'est pas obèse, mais il a un mode de vie très sédentaire et vous confie que son alimentation n'est pas très équilibrée. Vous mesurez sa tension artérielle au cabinet et elle est à 180 mm de mercure de pression artérielle systolique et 70 mm de mercure de pression artérielle diastolique. Donc là, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez demander à ce monsieur de suivre une série de règles hygiéno-diététiques et vous lui demandez de revenir vous voir dans un mois. Il se présente une deuxième fois à votre cabinet et il vous rapporte que durant le mois passé, il a vraiment essayé de changer son alimentation, de corriger ce qui n'allait pas. Il commence à manger plus de légumes, plus de fruits et il vous dit qu'il marche pendant 40 à 50 minutes plusieurs fois par semaine. Vous mesurez sa tension artérielle une deuxième fois et tout est rentré dans l'ordre. De ce fait, vous planifiez avec lui des visites mensuelles à votre cabinet pour vérifier ses chiffres tensionnels. Il est très discipliné et vous assure qu'il compte respecter les règles hygiéno-diététiques et qu'il procédera régulièrement à l'automesure de sa pression artérielle et qu'il reviendra vers vous dès que quelque chose ne va. À l'issue de ces 6 mois, il y a deux cas de figure. Soit tout rentre dans l'ordre et Monsieur S n'a pas besoin d'un traitement pharmacologique, soit les règles hygiéno-diététiques ne sont pas suffisantes pour contrôler son hypertension artérielle. Et là, il faudra instaurer un traitement pharmacologique. Mais tout le monde n'est pas comme Monsieur S. Un autre jour au cabinet, Monsieur M se présente en consultation. Il a 53 ans, il a un diabète qu'il a du mal à équilibrer, il a été fumeur dans le passé mais il est sevré depuis à peu près 1 an, il est très sédentaire et son alimentation n'est pas équilibrée. Il a un IMC à 31. Vous prenez sa tension artérielle et elle est de 145 mm de mercure de pression artérielle systolique et 80 mm de mercure de pression artérielle diastolique. La même chose, c'était prévu qu'il revienne vous voir après 1 mois, mais il revient après 3 mois. Et il vous confie qu'il n'a pas vraiment apporté de modification à son mode de vie, qu'il mange toujours aussi mal et qu'il ne pratique aucune activité physique. Vous prenez sa tension artérielle une seconde fois et elle est à 150 mm de mercure de pression artérielle systolique et 85 mm de mercure de pression artérielle diastolique. Là, l'instauration du traitement pharmacologique est très envisageable. Un autre jour, Madame F, 58 ans, sans antécédents particuliers, arrive en consultation affolée. Elle vous dit qu'elle souffre de céphalée depuis plusieurs semaines, mais qu'aujourd'hui c'est plus sévère que d'habitude. Elle se plaint également d'acouphènes. Vous mesurez sa tension artérielle et elle est à 180 mm de mercure de pression artérielle systolique et 100 mm de mercure de pression artérielle diastolique. Dans ce cas-là, vous instaurez un traitement pharmacologique d'emblée. Et c'est la définition même d'une HTA sévère. Et vous n'attendez pas. Suivre les règles hygiéno-diététiques se fera de manière concomitante avec le traitement pharmacologique. Maintenant, pour ce qu'il en est du traitement pharmacologique, le choix de la classe thérapeutique dépend de l'état actuel de votre patient et de ses antécédents. On commence toujours par une monothérapie, et si cela ne suffit pas, on utilise une bithérapie, voire une trithérapie dans les HTA résistants, en monoprise. Actuellement, le traitement de l'HTA repose principalement sur l'utilisation de 4 classes thérapeutiques qui sont les suivantes. Donc les diurétiques thiazidiques, donc surtout l'hydrochlorothiazide, les inhibiteurs calciques qui ont un suffixe en dipine, comme l'amlodipine, les inhibiteurs de l'enzyme de conversion avec un suffixe en pril,
comme le ramipril, les antagonistes des récepteurs de l'angiotensine 2 ou ARA2 qui ont un suffixe en sartan comme le losartan, avec plus ou moins les bêta-bloquants mais jamais seuls et jamais en première intention. Chaque classe thérapeutique a des contre-indications précises ainsi que des effets secondaires qu'il faudra connaître sur le bout des doigts. On commence par les contre-indications et je vous détaillerai les effets secondaires plus tard dans la vidéo. Sur cette planche, je vous ai mis les points clés, donc les contre-indications absolues. Il y en a d'autres, bien évidemment, et je ne peux pas toutes les énumérer. Concernant les diurétiques thiazidiques, on ne les donne pas en cas d'insuffisance rénale, en cas d'hypovolémie, en cas de troubles ioniques, en cas de la présence d'œdème des membres inférieurs, en cas de grossesse, en cas de goutte, donc il y a une hyperuricémie. On ne donne pas d'IEC en cas de sténose bilatérale des artères rénales, en cas d'antécédent de choc anaphylactique et d'angio-œdème. Pour ce qu'il en est des inhibiteurs calciques, on ne les donne pas si le patient présente déjà une hypotension artérielle. Pour les ARA2, ils sont contre-indiqués en cas d'insuffisance hépatique, en cas de grossesse et encore une fois en cas de sténose bilatérale des artères rénales. Une fois que l'on a pris connaissance des contre-indications, il est temps de parler des critères qu'il faut prendre en considération en plus de ces dernières lors du choix du traitement antihypertenseur. Donc vous avez l'âge, vous avez la présence ou non d'un diabète et la présence ou non d'une insuffisance rénale ou toute autre pathologie rénale qui résulte en une protéinurie. Donc si votre patient a moins de 60 ans sans comorbidité ou plus de 60 ans sans comorbidité ou encore s'il est diabétique mais qu'il ne présente pas d'atteinte rénale, donc il n'a pas de néphropathie diabétique, pas d'insuffisance rénale et encore une fois pas de protéinurie, on commence par utiliser un diurétique thiazidique ou un inhibiteur calcique. En revanche, si le patient est diabétique ou qu'il présente une insuffisance rénale ou une protéinurie, donc là, on n'utilise pas de diurétique et on n'utilise pas d'inhibiteur calcique. Donc dans ce cas-là, il faudra commencer par soit les ARA2, soit les IEC. Maintenant, chacune de ces classes est susceptible de donner certains effets secondaires. Et c'est d'ailleurs ce qu'on va rechercher lorsqu'on va suivre notre patient durant les mois qui suivent l'instauration du traitement. Donc par exemple, les diurétiques thiazidiques donnent une hyponatrémie, une hypokaliémie et sont susceptibles de résulter en une dysfonction rénale. De leur côté, les IEC donnent une hyperkaliémie, des céphalées, une toux avec des douleurs thoraciques et un rash cutané. Les ARA2 peuvent donner une hyperkaliémie également et peuvent résulter en une insuffisance rénale fonctionnelle. Les inhibiteurs calciques sont susceptibles de donner des céphalées ainsi que des œdèmes des membres inférieurs. Si une monothérapie n'est pas suffisante pour contrôler l'hypertension artérielle de notre patient, on switch vers une bithérapie. Et d'ailleurs, vous avez sûrement dû voir ce diagramme précédemment. Les diurétiques thiazidiques peuvent être associés à toutes les classes thérapeutiques ainsi qu'aux bêta-bloquants. Les inhibiteurs calciques également peuvent être associés à toutes les classes thérapeutiques. Les inhibiteurs de l'enzyme de conversion peuvent être associés aux inhibiteurs calciques et aux diurétiques thiazidiques. Les ARA2 peuvent être utilisés avec les diurétiques thiazidiques et les inhibiteurs calciques. Dans certains cas particuliers, comme en post-infarctus du myocarde et en cas d'insuffisance cardiaque, il est possible d'utiliser des bêta-bloquants associés à d'autres classes thérapeutiques. En post-AVC, on peut utiliser toutes les classes thérapeutiques, mais il faut faire très attention dans les premières heures qui suivent l'AVC. Donc là, cet HTA doit être respecté. Maintenant que votre patient est sous traitement pharmacologique, il devra revenir en consultation de 2 à 4 semaines après son début. Vous surveillez la présence d'hypotension orthostatique, d'œdème des membres inférieurs et de troubles ioniques. Donc vous surveillez sa kaliémie et sa natrémie. Sur le long terme, une visite tous les 3 à 6 mois est suffisante, avec un objectif de tension artérielle en 140 mm de mercure, de pression artérielle systolique et 90 mm de mercure de pression artérielle diastolique.